Raquel Garrido, bonjour, merci d'être avec nous. Vous êtes porte-parole de la France Insoumise de Jean-Luc Mélenchon. Et pour vous interroger à mes côtés ce matin, Véronique Jacquier de Sud Radio et Mickaël Zamès, bonjour à tous. Le spécialiste politique de Public Sénat. Bonjour Mickaël, merci d'être là. Raquel Garrido, on va bien sûr vous interroger dans quelques minutes sur les élections législatives à J-2 du scrutin. Mais avant de traiter de cette actu politique, rendre 11 vaccins obligatoires contre 3 aujourd'hui, c'est le vœu de la ministre de la Santé, Agnès Buzyn. Est-ce qu'on est face à un problème en France de santé publique quand on sait qu'il y a de plus en plus de suspicions vis-à-vis des vaccins aujourd'hui? Bon, alors moi je suis pas partisane de développer les méfiances parentales vis-à-vis des vaccins parce que ça peut, quand on joue trop cette carte-là, il peut y avoir derrière des risques de santé pour les enfants, en particulier dans les familles. Mais globalement, la difficulté ici, c'est que on a un gouvernement qui est très très proche des milieux d'affaires et des lobbies. Et en particulier des lobbies pharmaceutiques. Ah, vous liez ce désir du gouvernement à sa proximité avec des lobbies dans le domaine médical et de la santé? De façon générale, le gouvernement est très proche des lobbies. Et puis en ce qui concerne la ministre de la Santé, ça a été dit, elle est proche des lobbies pharmaceutiques. C'est une accusation assez grave, ça? Bah, c'est pas moi qui le dis, hein, ça a été beaucoup dit et commenté dans la presse à propos des différents ministères. Donc en ce qui concerne précisément cette liste des 11 vaccins que je n'ai pas regardé, pour lesquels je n'ai pas consulté personne dans le corps médical, je me garderai bien de donner un avis. Mais le fait qu'on impose 11 vaccins, de les rendre obligatoires, au nom de la méningite progresse, la rougeole progresse, il y a des cas qu'on ne voyait pas il y a 10 ans. Ouais, inefficacité. Alors je vous répète, quand il s'agit de santé publique, moi je suis partisane de l'obligation. On ne peut pas considérer, c'est de deux choses l'une. Soit il y a une politique, il y a des problèmes de santé publique et donc effectivement il faut y répondre par l'obligation. En tout cas, on va dire l'objectif d'exhaustivité. On ne va pas mettre les gens, on ne va pas les attacher, mais il y a un objectif d'exhaustivité et d'impulsion par le haut. C'est normal, c'est ça la santé publique. Le problème, c'est que là, en l'occurrence, en l'espèce, je demande à voir plus précisément ce qu'il en est, parce que j'ai une méfiance vis-à-vis de ce gouvernement et de cette ministre en particulier. Raquel Garrido, vous avez vu l'acte de violence dont a été victime et l'agression dont a été victime Nathalie Kosciusko-Morizet hier pendant sa campagne législative. Il y a ce soir une mobilisation à Paris. Est-ce que vous en serez? Ah, pourquoi pas? Je ne suis pas au courant, mais effectivement, pourquoi pas? Je pense que il ne faut pas laisser banaliser la violence faite aux femmes. Voilà. Mais c'est pas la première fois. Oui, c'est pas la première fois qu'il y a des violences liées au caractère électoral. Hein. On se souvient de la gifle de Manuel Valls, de François Fillon au Farinet. Qu'est-ce que ça dit du climat quand même de cette année électorale, cette violence? Attendez, pour moi, je vous faites un distinguo. Vous faites un distinguo. NKM, c'est autre chose que Fillon et Valls. D'abord, il s'agit d'un homme qui agresse une femme, un homme qui se croit, qui pense avoir le droit. Voilà, parce que c'est un homme de jouer de sa force physique sur une femme. Donc que ce soit politique ou dans l'intimité d'une maison, pour moi, c'est le même type de lâcheté, le même type de comportement qu'il faut sévèrement punir. Et ce type qui est parti en plus en courant, un lâche, j'espère qu'il va être rattrapé rapidement et qu'il sera puni. Voilà. Et j'espère vraiment, moi j'ai dit très rapidement toute ma solidarité avec Nathalie Kosciusko-Morizet et vraiment j'invite à ce que ce ne soit pas traité sous l'angle de la violence en général ou la violence politique. Voilà, c'est pas. Non, attendez, d'abord prenons acte du fait qu'il y a des hommes qui pensent que s'agissant des femmes, ils ont tous les droits. Mais il y a aussi les violences politiques quand même. Jean-Luc Mélenchon a tweeté à propos d'NKM en disant stop à la violence politique. Oui, non, mais bien sûr. De toute façon, toute violence, la violence, c'est mal de toute façon. Mais moi, je veux souligner. Un homme, ça aurait été différent. Ah ben, c'est évidemment que c'est différent. Évidemment qu'un homme qui tape un homme, c'est pas la même chose qu'un homme qui tape une femme, puisque les femmes meurent sous les coups des hommes tous les jours dans ce pays, et il ne faut pas banaliser la question de la violence faite aux femmes. Alors sur le deuxième tour de ces législatives dimanche prochain, 53% des Français n'iront pas voter. C'est encore un nouveau record, a priori, si ça se confirme. C'est un chiffre donné par un Odoxa, institut de sondage, et 48% des sympathisants de gauche comptent s'abstenir. 64% d'ailleurs des jeunes aussi des 18-24 ans. C'est quand même, passez-moi l'expression, votre fonds de commerce. Est-ce que vous craignez cette abstention qui s'annonce comme pour être un nouveau record? J'aime pas du tout l'expression fonds de commerce. Vous savez, là, on parle de... Non, mais les jeunes et la majorité de gauche. L'engagement public, c'est pas du tout le fonds de commerce. Là où vous avez... peut-être que ce que vous avez voulu dire, c'est qu'à la présidentielle, nous sommes passés devant dans la jeunesse et dans les milieux populaires. Et que par voie de conséquence, dès lors que les jeunes et les quartiers populaires votent moins, nous sommes les premiers
à subir cette abstention. Et c'est une réalité. C'est une réalité. J'ai regardé les premières études d'analyse de l'abstention du premier tour. L'abstention est majoritaire sur toutes les catégories socio-professionnelles. Et à partir de 3 000 € par mois, la participation commence à devenir au-dessus de l'abstention. Donc on a un vote de classe. On revient à la bonne vieille situation antérieure où la démocratie, entre guillemets, de la Ve République mais ça veut dire aussi que la France dans un monde de l'entre-soi élargir sa base électorale. Ça veut dire aussi que la France insoumise n'arrive pas à élargir sa base électorale par rapport à la présidentielle. Non, mais de toute façon, on est à 2,5 millions de voix. On est sur 560 circonscriptions couvertes. Donc comment vous on est en sortez enraciné. Dans 2 jours, comment vous en sortez? Est-ce que vous faites un appel ce matin aux électeurs pour qu'ils aillent se déplacer aux urnes? Ou est-ce que vous dites, par exemple, comme Gilbert Collard, que les électeurs sont des fainéants? Non, pas du tout. Moi, je n'ai jamais culpabilisé les abstentionnistes parce que je pense que l'abstention est un acte rationnel. Je pense qu'en tant que citoyen, quand on est allé voter 1 fois, 2 fois, 3 fois, qu'on a cru en des gens et qui nous ont trahis, le fait de ne pas aller voter, c'est une rationalité. C'est pour ça que je me bats pour la prise en compte du vote blanc et nul dans le suffrage exprimé, pour la mise en place de seuils de représentativité. C'est cela qui va amener des gens dans la démocratie. La proportionnelle aussi. Je suis heureuse de voir que cette semaine, il y a une vraie discussion dans ce pays sur la proportionnelle. Mais vous pas... demandez que ça aille vite au Premier ministre, mais qui oui. dit on verra le seuil et on verra quand. Alors, donc, ça reste. Moi, je pense que la représentativité politique est un enjeu de moralisation. C'est la loi de moralisation qui doit inclure la proportionnelle. Je le demande fermement au gouvernement et à François Bayrou d'inclure la proportionnelle. La loi de moralisation. Alors, attendez, on va regarder ce qu'il y a dedans, mais je demande à ce qu'il y ait la proportionnelle. Il y a bien le non-cumul des mandats, donc c'est bien une loi qui vise à rétablir une forme de confiance et de lien plus proche entre les citoyens et la politique. Ça passe, tout le monde l'a dit cette semaine, tout le monde l'a reconnu par la proportionnelle, non pas vu comme un droit des partis à avoir plus de députés, parce que ça, tout le monde s'en fiche, mais comme un droit des citoyens à être représentés à nouveau représentés à l'Assemblée nationale. Pourquoi? Parce que le souverain, c'est nous quand même, c'est les citoyens, pas un parti, fut-il le parti. Ça ne veut pas dire que vous seriez forcément une véritable opposition, hein, même avec de la proportionnelle. Vous redoutez un raz-de-marée en marche dimanche? De toute façon, démocratiquement, je pense que tout le monde le redoute. Cette semaine, je le sens sur le terrain. Il y a une crainte, effectivement, de cette situation nouvelle, d'une hégémonie sans contrepartie. Par exemple, une magistrate me disait que cette règle des 60 députés sénateurs pour saisir le Conseil constitutionnel, qui se fait classiquement sur beaucoup de lois, là, imaginez une situation où il n'y a même pas un groupe qui a 60 députés sénateurs, et donc c'est même plus possible, ce petit contrôle de base. Ou alors sur la question, par exemple, de la loi sur l'état d'urgence, de la pérennisation de l'état d'urgence, si vous n'avez pas des garde-fous minimum sur la question des libertés publiques par l'existence même d'une opposition, vous avez un espèce de rouleau compresseur qui pose des vrais problèmes pour les libertés publiques. Et ça, c'est pas moi qui le dis. Même les services, la DGSE, DGSI, ça c'est un journaliste spécialisé qui me le disait cette semaine, eux préféreraient quand même avoir à l'Assemblée, au moins une commission défense, une commission renseignement, avec une pluralité devant lesquelles ils peuvent aller faire valider un certain nombre d'actes de renseignement. C'est Raquel Garrido qui est notre invitée ce matin, les porte-parole de la France insoumise de Jean-Luc Mélenchon. Justement, Jean-Luc Mélenchon a dit, il y a 24 heures en meeting à Marseille, « Je compte presque tous les jours pour que ce soit fini, je n'en peux plus ». Est-ce que c'est donc sa dernière carte? S'il est élu, c'est fini pour lui? Pas du tout. Bien sûr, mais on en est tous là. Je veux pas trop psychologiser, mais comme vous, comme toutes les personnes qui ont beaucoup suivi la présidentielle, et même les Français, cette présidentielle a été très intense. Parce qu'il y a eu beaucoup de surprises. Avec les primaires, vous voulez dire. Oui, et elle a été intense. Elle a amené des nouveautés. Et donc là, moi, j'utilisais hier une analogie footballistique. On est dans la situation à la Coupe du Monde. Voilà, il y a eu un match, on est en finale, c'est formidable, et on nous dit mais tiens, il y a le match pour la 3e place. Bon, il y a moins d'intensité, quoi. C'est normal, il y a moins de monde qui vient. C'est ça pour vous, les législatives. C'est ce qui expliquerait aussi l'abstention. Oui, mais c'est une logique institutionnelle. C'est une logique institutionnelle. Les gens, si vous voulez, ce n'est pas rationnel, cette histoire de qu'on va tous délibérer pour forger une opinion dans le pays pour un président à qui on confie des pouvoirs, et soudainement on nous dit mais en fait il faut recommencer la discussion. Pourquoi pour une institution qui, de l'aveu même de l'exécutif, les électeurs demandent de l'énergie. Jean-Luc Mélenchon, Raquel Garrido. À leur politique. Alors là, pardonnez-moi. Je dis les Français demandent de l'énergie à leur politique. Donc cette déclaration de Jean-Luc Mélenchon, ça peut vouloir dire je suis un peu fatigué de la politique. Non mais Jean-Luc Mélenchon, attendez, on lui reproche d'avoir trop d'énergie, après pas assez d'énergie, après d'être tout va bien, vous inquiétez pas. Peut-être qu'on peut parler un peu du fond. Patrick Mennucci a annoncé qu'il ne donnerait pas de consigne de vote. Est-ce que vous le regrettez, ça?
face à Jean-Luc Mélenchon à Marseille dans sa circonscription? Non, je pense que le Parti socialiste, il est vraiment happé dans la réunification de l'oligarchie qui est mise en œuvre par Macron. C'est ça son problème aujourd'hui au Parti socialiste. Macron, il a réussi quelque chose, c'est qu'il avait un bout de l'oligarchie qui était dans la social-démocratie, un bout à LR, un bout au centre, un bout dans la haute administration, dans la banque. Tout ça a fusionné autour d'En Marche. Le problème du PS, il est là. De toute façon, il a perdu l'essentiel de ses voix vis-à-vis d'En Marche. Vous êtes la principale force d'opposition à gauche, c'est ce que vous dites aujourd'hui? Ah mais on ne se passe pas qu'on est la principale. C'est qu'aujourd'hui, il n'y a qu'un seul mouvement. Il n'y a qu'un seul mouvement dans ce pays qui porte des valeurs humanistes, écologiques et sociales, et qui porte un projet alternatif à celui de Macron. Donc, si vous n'avez pas 15 députés, vous n'aurez pas de groupe à l'Assemblée? Alors, moi, je ne veux pas acter ce chiffre de 15. On dit beaucoup que 15, c'est une sorte de seuil absolument indiscutable. Je rappelle à tout le monde quand même que la règle des 15 députés pour former un groupe n'est pas une règle constitutionnelle ou issue de la loi, c'est une règle du règlement intérieur de l'Assemblée nationale. Et je considère que le groupe majoritaire En Marche, surtout s'il est très très majoritaire, il doit changer cette règle en fonction de la réalité. Vous demandez un changement de règle au cas où. Je demande que cette règle soit adaptée à la réalité de qui sera au final à l'Assemblée nationale pour que les groupes puissent exister. Et que la délibération et l'opposition puissent exister à l'Assemblée nationale. C'est quand même la moindre des choses. Ça ne vous paraît pas incongru, par exemple, un groupe avec 3 députés? Non, pas du tout. Ça ne paraît absolument pas incongru. Je considère que s'il y a un mouvement, je ne parle pas forcément du mien, quel qu'il fût, il y a seulement 2 députés ou 3 députés, je considère que la qualité des débats à l'Assemblée nationale commande que chacun puisse s'exprimer en ayant un groupe, d'autant que tout le monde l'a constaté, qu'il s'agira, a priori, on parlera de mouvements qui auront à la présidentielle recueilli des millions et des millions de voix, et pour lesquels le fait de pouvoir s'organiser en opposition est la base de la démocratie et du pluralisme politique. Vos relations avec les communistes, là, puisque de toute façon, si groupe il devait y avoir, ils ne pourraient pas se constituer sans les communistes. Quels sont vos rapports avec eux? D'abord, je viens de répondre à votre question antérieure. Pour moi, il n'y a pas d'obligation nécessairement de s'allier si on change le seuil. Et puis, je constate surtout que de toute façon, aujourd'hui, on est tous ensemble pour porter les candidatures. En gros, il y a 80 candidats qui sont portés par nous tous, qui viennent de la France Insoumise, qui viennent des communistes ou des frondeurs. On soutient 4 socialistes frondeurs. Et voilà. Bon, après, on verra comment tout ça s'organise en fonction des... Est-ce que Jean-Luc Mélenchon peut réussir à Marseille, peut l'emporter sans les socialistes, puisqu'il a fait un geste vis-à-vis des frondeurs? Ça veut dire quoi? Attendez, d'abord, je crois que le PS marseillais appelle à voter pour lui. Que Patrick Mennucci individuellement ne le fasse pas, c'est une chose. Mais il y a sur le terrain, je peux vous le dire, je l'ai vu cette semaine, c'était pas le cas la semaine d'avant, mais cette semaine, il y a un tout sauf Macron sur le terrain. Les gens ont constaté... Oui, je le vois sur le terrain. Il y a un tout sauf Macron cette semaine, un désir de rééquilibrage. Nous, à Montreuil et Bagnolet, avec Alexis Corbière dans la campagne, nous avons constaté même des gens qui ont voté Macron et qui là, soudainement, se disent non, c'est pas possible, on n'a pas encore il vu, faut rééquilibrer. Tout sauf Macron, mais si vous nous le dites... je le constate, des gens qui se disent non, c'est pas possible, il faut pouvoir garantir le pluralisme, et donc finalement qui s'apprêtent à voter contre leur... c'est ce que vous demandez pour ce deuxième tour de dimanche? Non, moi je ne le demande pas, je vous dis que ça existe sur le terrain. Voilà. Après, ça ne veut pas dire qu'il y a des alliances de tout le monde sauf Macron, parce que ça n'aurait pas de sens politiquement, mais je vous dis que ça existe sur le terrain parmi nos compatriotes. Je voudrais votre avis sur Carlos Ghosn. C'est une bonne surprise pour lui hier, malgré la révélation d'un projet de bonus caché. Les actionnaires ont approuvé le montant de la rémunération du président de Renault, au bas mot près de 7 millions d'euros. Qu'est-ce que vous en pensez, vous? Je pense que c'est insupportable. Voilà. Vous avez actuellement des candidatures à la législative de la part de députés En Marche qui s'apprêtent tous à lever la main pour habiliter le gouvernement à procéder aux ordonnances Macron, qui prévoit la possibilité au niveau de l'entreprise de négocier quoi? Une baisse généralisée des salaires. C'est ça qui est littéralement prévu. Donc vous avez un salaire médian en France à 1 800 €. C'est très difficile de vivre pour la plupart des Français. Et puis il y en a qui se gavent. Voilà, toujours les mêmes. Voilà, les amis du président Macron. Raquel Garrido, merci beaucoup d'avoir été notre invitée ce matin. Vous êtes porte-parole de la France Insoumise de Jean-Luc Mélenchon à J-2 des élections législatives. Merci Mickaël Zamès. Merci.